Tout de suite être rejoint par Christophe Deloire, le directeur du CFJ, le Centre de formation des journalistes. C'est l'auteur avec Christophe Dubois de Sexus Politicus, très controversé à sa sortie, mais beaucoup cité depuis l'affaire DSK. Aujourd'hui, vous publiez Circus Politicus, dans lequel vous expliquez que le président de la République française et les députés, que nous allons élire dans la foulée, non plus guerre de pouvoir face à Bruxelles, aux institutions internationales, aux banques, aux marchés financiers. Le suffrage universel, dites-vous, a été neutralisé par une sorte de gouvernance invisible qui oriente la décision publique et décide de notre avenir en contournant la volonté des peuples. Alors, il y a un exemple que je voudrais vous donner, c'est la guerre contre les marchés financiers. Tous les candidats à la présidentielle l'ont déclaré, d'ores et déjà. Le premier, d'ailleurs, mais en tant que président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, au moment du discours de Toulon, en pleine crise des subprimes. Depuis, tout le monde a fait entendre sa voix contre les marchés financiers. On les écoute. Vous allez nous dire si ils peuvent vraiment faire ce qu'ils disent. Un nouveau rapport doit s'instaurer entre l'économie et la politique. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Est-ce que c'est vraiment l'argent, la financiarisation qui doit guider notre vie? C'est-à-dire que je vais sortir notre pays des griffes, effectivement, des marchés. Je vais arracher le nœud coulant que les marchés ont mis au cou de la nation France. Si nous voulons faire obstacle au mouvement de la finance, si nous voulons l'empêcher de tout diriger, eh bien il faut prendre les mesures qui vont avec. On ne peut pas aujourd'hui faire payer la facture et l'ardoise de la crise et du surendettement national aux classes moyennes et classes populaires. Il faut le faire payer au système financier et aux banques. Je pense qu'il y a une seule mesure à prendre, c'est d'exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat. Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Christophe Deloire, quand on lit Circus Politicus, on a l'impression qu'ils font semblant tous. Ils jouent un rôle qu'en réalité ils n'ont plus. C'est-à-dire qu'ils seraient capables de prendre la décision de lutter, de s'opposer au marché. Il est clair que dans les extraits qu'on vient de voir, ils font semblant. Parce que, par exemple, la régulation bancaire, que chacun nous vend, ou nous a vendu dans les différents discours de Toulon, ça ne dépend plus du pouvoir national. Ça dépend du comité de Bâle. Qu'est-ce que le comité de Bâle? C'est un comité de gouverneurs de banques centrales de différents pays du monde, indépendants de leur propre gouvernement, indépendants, donc non élus, qui statuent entre eux et généralement en consultant des banquiers sur la régulation bancaire. Les banquiers sont les plus grands spécialistes et comme il n'y a pas de spécialistes parmi les clients, c'est les banquiers. Ce comité rédige des textes qui ensuite sont le cas échéant évoqués au G20, puis repris, adoptés à Bruxelles par les différentes institutions, on y reviendra. Et puis, à la fin des fins, on statue au Parlement national, au Parlement français, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et à ce moment-là, au fond, on adopte le texte qui a été prévu au début. Nous sommes allés, mon co-auteur et moi, Christophe Dubois, demander au gouverneur de la Banque de France, qui est l'un des membres du comité de Bâle, s'il y avait une grande différence entre le texte à l'origine et le texte à la sortie. Il a eu l'honnêteté de nous répondre qu'il n'y en avait aucun. Bref, le pouvoir, il est ailleurs. C'est le cas sur la régulation bancaire, c'est le cas, on a parlé des agences de notation, mais il y a d'autres pouvoirs qui sont très surprenants. Je vous en cite un qui a un énorme pouvoir sur l'économie. C'est l'institution qui statue sur les règles comptables. Ça a une énorme influence parce que, en fonction de est-ce qu'on prévoit des règles comptables qui favorisent le court terme ou le long terme, ça change radicalement l'économie. Il y a une institution qui est en fait une association d'un groupe d'experts privés basé à Londres qui s'appelle l'IASB. C'est 15 experts privés dont le vice-président est américain mais qui statue pour l'ensemble du monde sauf les États-Unis. D'ailleurs, l'association est basée dans l'État du Delaware aux États-Unis et qui fait des textes qui ont été repris ensuite par la Commission européenne, qui les a proposés, qui ont été adoptés et qui aujourd'hui régissent le fonctionnement de nos entreprises. François-Olivier Gisbert, vous vouliez réagir? Oui, j'aime beaucoup Christophe Deloire parce que d'abord j'ai travaillé avec lui, beaucoup de talent, très intelligent. J'aime beaucoup ses livres. J'aime beaucoup ses livres que je lis avec un grand plaisir. Je suis évidemment pas d'accord du tout avec les conclusions. Parce que le grand problème de la France, quand ça va mal, d'ailleurs aujourd'hui il tombe très bien, il va bien marcher votre livre, il tombe à pic. Le grand problème de la France, c'est que quand ça va mal, on cherche toujours les coupables ailleurs. Évidemment, les politiciens d'ailleurs nous expliquent sans arrêt, quand ils doivent prendre des décisions impopulaires, que c'est la faute à Bruxelles, c'est toujours la faute à Bruxelles.
Un jour, c'est la faute, pourquoi pas, au FBI, la CIA, le Mossad, etc. Enfin bon, on va toujours chercher la faute ailleurs. Le livre raconte ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un double discours, une hypocrisie. Honteux. Et ça, c'est un des problèmes. Et vous savez très bien que le vrai problème de la France, c'est que la France, ce pays, est mal géré depuis une trentaine d'années d'incurie, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche, et que c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de payer. Et je vais vous donner un exemple, c'est pour vous aussi d'ailleurs, les anti-européens. Mais oui, c'est très simple, on va prendre d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté la Grèce. Hein. Ces deux pays ont gouverné comme ils l'entendaient chacun. L'Allemagne a pris des mesures très sévères à partir de 2003. Bah, dites, ouais, mais de toute façon, vous êtes un moulin à parole. Allez, on va l'entendre. N'arrêtez pas de parler. Je viens à peine de parler, là. Je viens à peine de parler, on va vous entendre. Vous allez nous parler de cette Europe absolue, qui est avec le couteau entre les dents. Vous savez très bien que l'Europe, c'est une association de souveraineté qui se sont mis ensemble, qui ont tout mis au pot pour essayer d'avoir plus de pouvoir. Et que les pays, quand ils sont faibles économiquement, leur indépendance est en danger. Et je crois que le problème qu'on a, on l'a vu quand on regarde l'histoire de l'Europe des dernières années, des dernières décennies, il y a des pays qui peuvent bien gérer leur économie. L'Allemagne a eu des problèmes, elle en est sortie, elle est debout maintenant. La Grèce s'est mise dedans. Excusez-moi, parce que je connais le discours de Sapir, il va nous le faire, on va le laisser parler. On va le laisser parler. Mais juste c'est la faute à Bruxelles. C'est toujours la faute à Bruxelles. Il n'a rien dit. Le procès a déjà commencé. Il y a une espèce de Wyszynski en face. Très bien. Peut-être juste, parce que quand même, François-Olivier, à mon avis, tu comme fais un gros massage de tas de sujets qui n'ont pas grand-chose à voir. Il y a un sujet qui est le rapport entre la finance et les États, qui s'appellent États-Unis d'Europe, États-Unis de France, États-Unis américains. Il se trouve que le problème d'Obama est un problème aussi compliqué que celui des dirigeants en Europe, qui est celui des rapports avec la finance que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les agences de notation. L'agence de notation Standard & Poor's, elle a commencé par dégrader la note de la dette souveraine américaine, le 9 août. Donc ça ne se passe pas en Europe, ça ne se passe pas en France. Et puis le sujet français qui est celui de la gestion de la France, qui est un autre sujet, sur lequel... Non, le seul point, c'est que tu as dit... Attends, je vais jusqu'au bout. Tu as simplement dit, il se trouve qu'on cherche, comme on n'est pas très bon dans notre gestion, on cherche un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, il se trouve que par ailleurs, on tombe sur la finance... ou plus exactement sur le pouvoir que les marchés ont pris, les institutions internationales. Et juste un mot encore sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la souveraineté. Même dans le rêve que je partage, très intégrateur, personne n'a jamais imaginé que la souveraineté des pays disparaîtrait. Ça n'est d'ailleurs pas souhaitable. La manière dont on forme les enfants, la manière dont on fait fonctionner dans le marché du travail, je ne suis pas sûr que les citoyens européens le souhaitent, que ce soit harmonisé, et ça ne l'est pas aux États-Unis. Donc il faut Mais c'est pourtant ce que nous dit quasiment Christophe Deloire, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ce ne sont plus les gens que l'on va élire ou que l'on a élus qui prennent des décisions, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été élus, qui appartiennent à des institutions internationales, à des institutions européennes, à des groupes de pression, à des groupes d'influence. Parce qu'on a une classe politique qui n'est pas à la hauteur, je suis désolé, c'est ça le problème. Juste, je redonne la parole à Christophe Deloire pour qu'il précise sa pensée, et à vous... L'un des problèmes démocratiques majeurs, c'est l'absence de lucidité. C'est les politiques, c'est aussi les journalistes, Franz. Parce que on ne parle jamais de la vie politique européenne. Le problème, ce n'est pas la France qui serait fabuleusement démocratique, pas du tout, contre l'Europe qui ne serait pas. Le problème, c'est l'architecture du pouvoir. Et on est en période présidentielle, on est tous focalisés, enfin, les gens, les journalistes, les politiques, sur ce qui se passe à Paris, comme si tout était là. Or, c'est plus comme ça que ça se passe. Et les seules fois où on parle d'Europe, c'est quand on a le président de la République, qui pour le coup a du pouvoir, la réponse à la question posée par l'émission, évidemment il y a toujours du pouvoir à l'Élysée, et c'est le seul endroit où il y en a en France, il n'y en a plus du tout au Parlement, mais les seules fois où on parle d'Europe... mais il faut qu'ils se mettent à plusieurs pour véritablement l'exercer, il faut qu'ils se mettent avec Angela Merkel ou avec les pays européens, c'est ce que vous dites en tout cas. À l'un des problèmes démocratiques majeurs, c'est les conditions dans lesquelles est exercé ce pouvoir, parce qu'hier, dans l'interview de Sarkozy et Merkel, on a eu droit à un conte pour enfants. C'était le summum de la démocratie. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. On sait de leur discussion ce que tous veulent bien nous en dire. Alors là, ils étaient deux face à une même caméra, donc c'était la même version. Mais quand ils sortent des conseils européens, il y a 27 chefs d'État et de gouvernement, il y a 27 versions. Nous, on a la version de notre président. Aujourd'hui Sarkozy, éventuellement demain un autre.
Dans le cadre de notre enquête, on a récupéré des documents qui sont les comptes rendus des conseils européens, qui nous permettent d'avoir le verbatim des discussions entre les chefs d'État et de gouvernement. Merkel dit que, Sarkozy dit que, le Roumain, etc. Ça ne se passe pas du tout comme dans les conférences de presse à la sortie. Corrigé quand même, hein, Christophe. Corrigé. Toujours relu, corrigé, c'est pas le vrai. C'est des diplomates qui font. Il y a des intermédiaires. Parce qu'il n'y a dans la salle que les chefs d'État et de gouvernement, plus une personne qui dicte en anglais à des diplomates. Il n'y a pas les insultes, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans ces verbatims, on reconstitue, on voit. Et on se rend compte, par exemple, là, Sarkozy, il y a quelques jours, a raconté partout, a posé en grand démocrate, en disant « j'ai refusé qu'en gros la Grèce soit sous protectorat, j'ai sauvé la démocratie européenne ». On s'aperçoit en regardant les conseils européens qu'il y a eu des grandes discussions où Merkel et Sarkozy ont eu droit à des leçons de démocratie de la part des présidents roumains, bulgares, y compris du bulgare qui est un ancien garde du corps de Živkov, le leader communiste, qui leur disent, parce que Sarkozy et Merkel voulaient pouvoir sanctionner en suspendant les droits de vote au Conseil, suspension des droits de vote sur tous les sujets, les pays qui auraient enfreint les règles budgétaires comme s'ils avaient porté atteinte aux droits de l'homme. À la sortie, on n'a pas eu droit à ça. Jacques Sapir, donc, qui a été violemment pris à partie. J'essaie de lui faire le débat, Frédéric. Il faut bien que ça discute, sinon tout le monde va s'emmerder. Peut-être pas avec des méthodes de Wyszynski. Bien. Ah bon? Tout d'abord, il faut dire une chose. Les pays sont rentrés dans l'Europe avec des situations très différentes et ils ont gardé ces situations très différentes. On sait très bien que la Grèce est fort peu intégrée. Elle ne fait que 35% de son commerce avec les autres pays de l'Union européenne. Bon, ça a des conséquences. Une bonne partie de son commerce, elle le fait hors de la zone. Et donc, quand il y a eu la hausse de l'euro par rapport au dollar, elle a évidemment souffert. L'Allemagne, bien sûr, l'Allemagne a fait des efforts. Mais tout d'abord, l'Allemagne a aujourd'hui beaucoup moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail que la France, tout en ayant une population supérieure. Moins 20 000 par an. Et nous, plus 150 000. Juste, rentrez pas trop dans le détail économique, restons sur la politique. Non, mais c'est un point important. Qu'il y a une différence. Non, c'est un point important. Autrement dit, l'Allemagne a pu prendre des mesures qui n'ont pas eu le même impact en termes de chômage qu'elles auraient eu en France, tout simplement parce que sa population active se réduit. Bien. Et aujourd'hui, l'OIT, enfin aujourd'hui, il y a quelques jours, l'OIT... L'Organisation internationale du travail, basée à Genève. Le ministère du Travail mondial. C'est ce que dit Delors. Pas exactement. C'est pas exactement ça. C'est quelque chose qu'on a hérité des années 20. Bien, a expliqué que l'une des causes de la crise, c'était les faibles salaires allemands. C'est pas les Français qui ont dit ça. Hein. C'est quand même l'OIT. Bon, donc on voit que de ce point de vue-là, la situation est très différente des simplifications de M. Gisbert. C'est tout. Alors, après, on peut porter des jugements différents, bien entendu, mais il faut quand même commencer à reconnaître les faits. Et de ce point de vue-là, la Grèce n'est pas l'Allemagne, ne peut pas être l'Allemagne. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Oui, c'est vrai, la souveraineté est absolue. Elle est ou elle n'est pas. Et d'une certaine manière, c'est bien... Il ne peut pas y avoir de cession absolue de la souveraineté. Il ne peut y avoir qu'une délégation temporaire. Et c'est ce problème que nous devons poser, parce que qui dit délégation temporaire dit que nous pourrions aussi, à un moment donné, cesser de la déléguer et décider de reprendre notre souveraineté. Et c'est ça qu'il faut poser comme problème en Europe. À quelles conditions acceptons-nous de déléguer notre souveraineté? Et si ces conditions ne sont pas remplies, sommes-nous prêts à mettre fin à cette délégation de souveraineté? Mais je suis d'accord avec vous, la souveraineté en elle-même est absolue, elle ne peut pas se céder par morceaux. Oui, ceci dit, je ne sais pas si je serais entièrement d'accord avec vous, au sens où je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière. La souveraineté absolue, bien sûr, le concept originaire de la souveraineté est absolue. Il s'agissait de désigner le lieu où se faisait la décision ultime. Mais il n'y a plus de lieu où se fait la décision ultime. Il y a une multiplicité, je veux dire, on est au niveau mondial, on a affaire à une multiplicité de pouvoirs, et de pouvoirs qui ne sont pas tous politiques et qui interfèrent, qui sont économiques, qui ne sont pas tous publics, qui sont privés, qui sont des institutions internationales ou des organisations internationales qui n'existent, qui ont été portées à l'existence par les États eux-mêmes et qui sont devenus des pouvoirs sur lesquels aucun État, du moins individuellement, auquel aucun État individuellement ne peut s'opposer.